Dans les commentaires de ma vidéo sur la Dreamcast, il y en a un qui m'a dit que sa console avait atteint, je cite, un niveau de jaune pisse inimaginable. Une expression d'une grande finesse, mais surtout d'une précision colorimétrique remarquable. Parce qu'effectivement, certaines Dreamcast n'ont plus exactement le teint frais de 1999. À leur sortie, elles étaient blanc cassé ou gris très clair selon l'éclairage. Aujourd'hui, certaines ressemblent plus à un appareil médical qui a été récupéré dans la salle d'attente d'un dentiste qui est parti en retraite en 1987. Mais le plus intéressant dans ce commentaire, c'est pas seulement la couleur de la console. C'était un détail beaucoup plus étrange. Sa carte Ethernet installée juste à côté était restée parfaitement grise. Même machine, même meuble, mêmes années écoulées. Probablement la même lumière, la même température et la même poussière domestique, j'imagine. Pourtant, d'un côté, on a encore du gris Sega tout à fait présentable, et de l'autre, une Dreamcast qui semble avoir mariné dans un pot de crème anglaise depuis l'époque où Internet hurlait encore dans le téléphone. Alors, pourquoi certaines pièces jaunissent pendant que leur voisine reste intacte? Est-ce que c'est vraiment le soleil? La fumée de cigarette? La chaleur? Le plastique en lui-même? Ou c'est ce fameux Brome qui, selon Internet, passerait 30 ans à préparer son plan d'évasion avant de remonter à la surface? Et surtout, est-ce que le Retro Bright répare réellement la console ou est-ce qu'il lui met juste un petit peu de fond de teint juste avant la photo? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi nos vieilles consoles deviennent jaune pisse. Et tu vas voir que l'explication est légèrement plus compliquée que « c'est les UV, Einstein du vide-grenier ». Mais avant de commencer, on fait le pacte habituel. Si tu apprends au moins un truc dans cette vidéo, tu t'abonnes. Si t'apprends rien, tu t'abonnes pas. C'est parfaitement honnête. Mais dans ce cas, tu ne viens pas me pomper l'air en commentaire en disant que je fais la manche. C'est un contrat entre adultes consentants, pas une quête à la sortie de l'église. Maintenant que les conditions générales d'utilisation sont acceptées, on commence par le soleil. Parce que oui, le soleil est coupable. Il faut pas l'innocenter sous prétexte qu'il permet de faire pousser les tomates et vendre des piscines gonflables. Les rayons ultraviolets, ils transportent suffisamment d'énergie pour attaquer certaines liaisons chimiques présentes dans le plastique. Ils peuvent amorcer une réaction avec l'oxygène de l'air, puis lancer une sorte d'effet domino moléculaire. Une première liaison casse et de nouvelles molécules se forment et elles réagissent à leur tour. Et progressivement, la surface du plastique se transforme. Donc oui, laisser une Dreamcast pendant 15 ans devant une fenêtre constitue une excellente méthode pour fabriquer une console édition flan pâtissier. Mais il y a un problème. Certaines consoles conservées dans des cartons ou dans des placards, elles ont jauni aussi. Elles n'ont jamais bronzé sur une plage de Palavas-les-Flots. Elles n'ont même pas passé un après-midi sur un rebord de fenêtre. Et malgré tout, quand on ouvre le carton 20 ans plus tard, elles ont parfois la couleur d'un vieux thermostat. Parce que les ultraviolets, c'est pas les seuls responsables. La chaleur et l'oxygène participent également au vieillissement du plastique. À température ambiante, la réaction est beaucoup plus lente que sous une lampe UV ou dans un grenier en plein mois d'août. Mais elle s'arrête pas complètement. Même éteinte, débranchée et rangée au fond d'un meuble, la console continue de vieillir. Tu pensais que tu l'avais mis en pause. La chimie, elle n'a pas trouvé le bouton. Mais pour comprendre précisément ce qui jaunit, il faut maintenant parler de l'ABS. L'ABS, c'est un plastique très utilisé dans les jouets, les ordinateurs, les appareils électroniques et certaines coques de console. Son nom complet, c'est acrylonitrile butadiène styrène. 3 mots qui donnent immédiatement l'impression que cette vidéo va se transformer en cours du soir animée par un professeur qui efface le tableau avec sa manche. Alors nous, bien sûr, on va simplifier. Imagine que l'ABS, c'est une équipe constituée de 3 joueurs. L'acrylonitrile, il contribue notamment à la résistance chimique et thermique du matériau. Le styrène, lui, il apporte la rigidité. Il permet d'obtenir une surface bien propre et facile à mouler. Et le butadiène forme la couche plus caoutchouteuse qui aide la coque à encaisser les chocs. C'est grâce à cette partie que ta console se transforme pas immédiatement en puzzle de 800 pièces quand il y a ton petit cousin qui trébuche dans le câble de la manette. Mais le problème, c'est que cette phase riche en butadiène, elle est aussi particulièrement sensible à l'oxydation. Pour visualiser ce phénomène, pense à une pomme coupée en deux. Tu la poses sur la table et au bout d'un moment, elle devient marron. Pourtant, personne ne l'a repeinte. Elle n'a pas forcément été salie. Sa matière a simplement réagi avec l'oxygène. Pour la Dreamcast, c'est un petit peu la même histoire. Sauf qu'au lieu d'obtenir une compote, tu obtiens une console couleur crème anglaise. Lorsque l'ABS s'oxyde, certaines de ces chaînes moléculaires se modifient ou se cassent. De nouvelles structures chimiques apparaissent et certaines sont ce que les chimistes appellent des chromophores. En clair,
c'est des structures qui sont capables d'absorber certaines couleurs de la lumière. Le plastique blanc, normalement, il doit renvoyer un mélange assez équilibré de lumière visible. Mais les produits qui se forment pendant l'oxydation peuvent absorber davantage les tons bleus et violets. Et si ton œil reçoit moins de bleu, la couleur complémentaire devient plus présente. Le plastique nous paraît donc jaune. C'est pas nécessairement parce qu'il y a une couche jaune qui s'est déposée par-dessus. C'est la matière elle-même, principalement près de la surface, qui a changé. Et c'est pour ça qu'un simple nettoyage ne suffit pas toujours. Si ta console est couverte de nicotine, de graisse de doigts ou d'un mystérieux dépôt collant provenant probablement d'un goûter organisé en 2002, l'eau savonneuse pourra améliorer les choses. Mais si c'est le plastique lui-même qui a chimiquement jauni, tu peux frotter jusqu'à effacer le logo. La couleur restera. C'est plus une tache, c'est désormais une partie de la console. Et maintenant, revenons à la fameuse carte Ethernet qui est restée grise. Parce que là, le mystère devient vraiment intéressant. Si le soleil était l'unique responsable, les deux pièces qui sont placées côte à côte, elles devraient normalement évoluer à peu près de la même manière. Et c'est pas toujours le cas. La coque principale, le couvercle, les boutons, les accessoires, ils n'ont pas forcément été moulés au même moment. Pas dans la même usine et pas exactement avec le même mélange. On dit plastique ABS comme s'il s'agissait d'une recette unique, gravée sur une tablette de pierre et distribuée personnellement à tous les fabricants. Mais en réalité, il existe de nombreuses formulations. On peut modifier les proportions de certaines phases, ajouter différents pigments, utiliser des antioxydants ou des stabilisants contre les ultraviolets, ajouter des charges minérales, des lubrifiants de moulage ou des retardateurs de flamme. Et même deux pièces qui ont exactement la même composition générale peuvent avoir subi des températures ou des conditions de fabrication différentes. À leur sortie d'usine, elles paraissent complètement identiques. Mais 30 ans plus tard, la chimie finit par dénoncer les différences. C'est un petit peu comme deux personnes qui semblent avoir exactement le même âge quand ils ont 20 ans. Et tu les retrouves à 50 ans. Et là, tu comprends immédiatement lequel mettait de la crème solaire et lequel refaisait sa toiture torse nu au mois d'août. C'est également ce qui peut contribuer au fameux phénomène de la Super Nintendo bicolore. Certaines machines possèdent un dessus complètement jauni, alors que le dessous, il est resté gris. Et la petite trappe du port-cartouche, elle conserve parfois aussi sa couleur d'origine, alors que le reste de la coque, il ressemble à un clavier de mairie qui a connu 5 présidents. Une partie de l'explication est très simple. Le dessus reçoit généralement plus de lumière, et le dessous, il est protégé par le meuble. Mais les deux moitiés de la console, c'est aussi deux pièces distinctes, moulées séparément. Elles ont pu provenir de lots légèrement différents, ou recevoir des concentrations différentes de pigments ou de stabilisants. On a donc une seule console, mais plusieurs vieillesses. La Super Nintendo, elle devient une sorte de témoin archéologique de sa propre chaîne de production. C'est magnifique. Enfin, magnifique, ça reste One Piece. Et si tu compares avec une Master System noire, tu pourrais croire que Sega avait découvert le plastique immortel quelques années plus tôt. Pas du tout. Une coque noire peut aussi s'oxyder, perdre son éclat ou devenir plus cassante. Elle cache simplement beaucoup mieux le changement de couleur. Une Dreamcast blanche, elle affiche la moindre variation comme un résultat d'analyse médicale. La Master System noire, elle vieillit discrètement dans son coin sans publier son bilan de santé sur la façade. C'est exactement comme une tache de sauce tomate sur une chemise blanche, elle devient immédiatement le sujet principal de la soirée. Mais sur un t-shirt noir, tu peux encore espérer que personne ne l'ait vu. Il est maintenant temps de parler du suspect préféré d'Internet, le brome. On entend souvent cette explication. Les fabricants ajoutaient du brome au plastique pour l'empêcher de brûler. Avec les ultraviolets, le brome il remonte à la surface et la console devient jaune. Cette phrase possède un avantage considérable. Elle est facile à comprendre. Elle possède aussi également un petit défaut. Elle raconte la chimie comme si la coque fonctionnait avec une cafetière italienne. Certains plastiques destinés aux appareils électroniques, oui, effectivement, ont contenu des retardateurs de flamme bromés. Leur rôle, c'était de ralentir ou de limiter la combustion en cas de surchauffe ou de problème électrique. Et le mot bromé rappelle forcément cette vieille légende selon laquelle on aurait ajouté du bromure dans la soupe des soldats pour calmer leurs ardeurs. Ici, le principe est légèrement différent. On ne cherche pas à empêcher la Dreamcast de lever le drapeau. On cherche surtout à éviter qu'elle prenne feu. Pour les soldats, l'histoire de la soupe, elle relève surtout de la légende tenace. Mais pour les plastiques électroniques, en revanche, les retardateurs de flamme bromés ont réellement existé. Et ils peuvent jouer un rôle dans le vieillissement. Mais ça ne veut pas dire que toutes les Dreamcast ou toutes les Super Nintendo contiennent exactement le même produit. Et surtout, ça ne veut pas dire que le jaunissement se résume à du brome liquide qui remonterait tranquillement vers la surface. L'ABS peut jaunir sans retardateur bromé. Sa partie, riche en polybutadiène, elle possède déjà tout ce qu'il faut pour s'oxyder. Dans les formulations qui contiennent du brome, celui-ci peut modifier ou accélérer certaines réactions. Mais on parle d'un ensemble complexe réunissant le polymère, ses additifs, la lumière, la chaleur et l'oxygène.
pas un petit démon jaune qui attend que tu quittes la pièce pour grimper le long de la coque. Dire c'est le brome qui remonte, c'est un peu comme si on dit il y a du courant dans une Dreamcast. C'est pas entièrement faux, mais avec ce diagnostic, tu vas pas réparer grand chose. Le jaunissement n'est d'ailleurs pas forcément le seul signe du vieillissement. Lorsque l'oxydation modifie ou coupe certaines chaînes moléculaires, la surface peut aussi perdre une partie de sa résistance. Et c'est une des raisons pour laquelle les vieilles coques peuvent se fissurer autour des vis ou casser pendant qu'on les démonte. Tu enlèves les vis en douceur, tu soulèves tranquillement la coque et soudain, clac, un petit morceau qui se détache avec la même dignité qu'un biscuit trempé trop longtemps dans le café. Attention, une console très jaune est pas automatiquement sur le point de tomber en poussière. Et une coque encore parfaitement grise, c'est pas forcément une coque intacte. La couleur, c'est un indice visible du vieillissement. C'est pas un contrôle technique. Et on arrive maintenant à la méthode miracle préférée des collectionneurs, le Retrobrite. Le principe consiste généralement à exposer les pièces démontées à du peroxyde d'hydrogène, parfois avec des ultraviolets ou de la chaleur. Et visuellement, le résultat peut paraître spectaculaire. Une Dreamcast couleur beurre oublié au soleil peut redevenir presque blanche en quelques heures. Sur une miniature YouTube, c'est parfait. À gauche, l'horreur. À droite, le miracle. Et une grosse flèche rouge au milieu. Et normalement, l'algorithme, il commence déjà à saliver. Mais que fait exactement ce traitement? Il peut transformer les structures chimiques responsables de la coloration et rendre le plastique visuellement plus clair. En revanche, il reconstruit pas les chaînes moléculaires qui ont été endommagées pendant 30 ans. Il remplace pas chaque molécule dans son état du 14 octobre 1999. Il corrige l'apparence du jaunissement. Il remet pas le compteur biologique du plastique à zéro. C'est un petit peu quand tu as les cheveux gris et que tu te teins les cheveux. La couleur des cheveux, elle va changer, mais les genoux, eux, ils vont continuer à produire ce petit bruit inquiétant quand tu montes l'escalier. Clips, clips. Le traitement, il peut aussi laisser des marbrures ou des différences de teinte lorsque la crème est mal répartie ou qu'elle sèche trop vite ou que l'exposition n'est pas vraiment uniforme. Certaines zones deviennent blanches, d'autres restent jaunes. Et t'obtiens finalement une Dreamcast couleur vache normande. Et quant au résultat à long terme, il reste très difficile à prévoir. Il y a un vidéaste sur la chaîne Tech Tangente, il a récemment ressorti une coque de Dreamcast qu'il avait partiellement traitée 10 ans avant. Les parties traitées avaient de nouveau jauni et elles présentaient des traces plus irrégulières que certaines zones laissées intactes. C'est une expérience personnelle menée sur une seule coque, pas une étude scientifique avec un laboratoire, un groupe témoin et 3 chercheurs en blouse blanche. On peut donc rien affirmer et dire que les traitements donneront exactement le même résultat. Mais l'expérience, elle rappelle quelque chose d'essentiel. Une photo qui est prise 24 heures avant et après le Retrobrite, elle nous apprend absolument rien sur l'état de la coque 10 ans plus tard. Le Retrobrite, c'est donc ni une escroquerie, ni une potion de jouvence. C'est avant tout un traitement esthétique. Il peut être intéressant pour une machine qui serait destinée à l'exposition, à une séance photo ou à une restauration visuelle. Mais il faut savoir ce qu'on fait. On manipule un agent oxydant sur un plastique qui possède déjà plusieurs décennies. C'est pas le moment d'improviser une recette trouvée au fond d'un forum de 2009, publié par un utilisateur appelé Sega Master du 59, dont le dernier message disait simplement « Normalement, ça devrait marcher ». Pour ralentir le jaunissement sans transformer la cuisine en laboratoire clandestin, des solutions sont moins spectaculaires. Éviter le soleil direct, éviter les fortes chaleurs, éviter les greniers brûlants, les radiateurs, les vitrines qui se transforment en serre au mois de juillet. Une pièce relativement fraîche, sèche et sombre ralentira les réactions, mais elle les arrêtera jamais complètement. Aucun placard ne possède une fonction pause moléculaire. Mais des bonnes conditions de conservation feront tout de même la différence. Et surtout, ne couvre pas une console en fonctionnement avec un tissu épais sous prétexte de la protéger des ultraviolets. Parce que remplacer le jaunissement par une surchauffe, c'est pas exactement une victoire scientifique. Au fond, la couleur de nos vieilles consoles, elle raconte beaucoup plus de choses qu'on pourrait le croire. Elle raconte la chimie de l'ABS, les différences entre les lots de fabrication, les additifs utilisés, la quantité de lumière reçue, la température du lieu de stockage et notre étrange rapport à des objets qui étaient autrefois de simples appareils électroniques et qu'on manipule aujourd'hui comme si on venait de découvrir un sarcophage de Toutankhamon dans un vide-grenier. Une Dreamcast jaune, elle n'a pas forcément vécu chez un fumeur. Une Super Nintendo bicolore, elle n'a pas forcément été reconstruite avec 2 machines. Le soleil est coupable, mais il a plusieurs complices. Et le brome n'est pas un petit liquide maléfique qui grimpe jusqu'à la surface quand éteint la console. Ce fameux jaune pisse est simplement la partie visible d'un plastique qui continue à réagir avec son environnement. Même éteinte, la machine vieillit. Ce qui nous laisse finalement 2 manières de voir les choses. On peut considérer cette couleur comme un défaut à corriger, sortir le peroxyde, les gants, les lampes et tenter de retrouver l'apparence du premier jour. Ou bien
on peut considérer ça comme une patine, une trace des années écoulées. Personnellement, entre une console légèrement jaunie mais homogène et une coque entièrement blanche couverte de marbrure après un traitement raté, je choisis la première. Elle ressemble peut-être à un équipement médical récupéré dans une clinique abandonnée, mais au moins elle assume son âge. Alors maintenant, j'ai une question scientifique à te poser. Quelle est la console la plus jaune de ta collection? Une Super Nintendo couleur moutarde? Une Dreamcast crème brûlée? Un vieil ordinateur beige qui a fini couleur soupe à l'oignon? Dis-moi ça en commentaire et surtout précise quelles pièces sont bien restées de la bonne couleur parce que ces différences, elles racontent parfois davantage de choses que la couleur générale de la machine. Après tout, quand une Dreamcast affiche encore sa spirale et lance correctement le jeu, son plastique, il peut bien avoir la couleur qu'il veut. Le véritable miracle, 25 ans plus tard, c'est pas qu'elle soit restée blanche, c'est que le lecteur de GD-ROM accepte encore de fonctionner sans faire le bruit d'un hélicoptère en détresse. Et dans tous les cas, évite simplement de la laisser devant la fenêtre. À moins, évidemment, que tu veuilles posséder la toute première Dreamcast édition crème brûlée.